Grand format aujourd'hui avec le député Jean-Luc Reitzer, député des Républicains. On ne va pas parler de politique aujourd'hui, on va parler de ce qui vous est arrivé, monsieur le député. Vous avez été l'une des personnes touchées par le Covid dès le début de l'épidémie. Est-ce que vous avez le sentiment que vous revenez de très très loin ? D'abord, vous saluer naturellement les téléspectateurs, vous dire que j'ai beaucoup suivi votre télévision pendant mon hospitalisation, à partir du moment où je pouvais naturellement suivre de nouveau l'actualité. Je suis très heureux de pouvoir vous saluer, de saluer vos téléspectateurs. Oui, c'est la phrase que j'ai entendue le plus lorsque je suis revenu à moi-même, après donc 4 semaines de coma. Les infirmières, les médecins, tout le monde me disait « Monsieur Reitzer, vous revenez de loin ». Donc c'est la phrase que j'ai le plus entendue. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances vous avez attrapé le Covid ? Pas du tout. Pas du tout, et je ne le cherche pas. Je pense que c'est le destin. C'est un virus qui est un ennemi féroce, je tiens à le rappeler à tout le monde, et qu'il faut être toujours très prudent parce qu'il continue de circuler. Et donc moi-même, j'ai tout simplement exercé ma fonction de député. J'étais à l'Assemblée nationale les 2 semaines précédentes pour les questions au gouvernement. J'ai pris le train, j'ai pris l'avion. Je suis rentré sur Altkirch. Alors il y a bien sûr des gens qui ont raconté que j'étais présent à ce grand rassemblement de Mulhouse qui a été un des foyers de contamination. Vous y étiez ? Non, pas du tout. Je n'étais pas du tout. Ce qui est vrai, c'est que j'ai reçu quelqu'un qui a assisté effectivement à cette rencontre, mais moi-même je n'y ai pas été. Si j'avais été invité, j'y aurais peut-être été, j'en sais rien, mais je n'y étais point, contrairement à tout ce qui a été dit. Comment vous découvrez cette maladie ? Vous commencez à tousser, vous vous sentez grippé ? Je ne me sentais pas très bien, effectivement. J'avais un petit peu de la fièvre, j'avais également un sentiment de fatigue généralisée. Le samedi matin, ça a commencé. Et donc le lundi et le mardi, les symptômes se sont un petit peu aggravés, à tel point que le mercredi, j'ai appelé un médecin. Et c'est à lui que je dois beaucoup, parce qu'il a tout de suite fait le diagnostic. On est à quel moment à ce moment-là ? C'était le 3 mars. Il m'a envoyé à l'hôpital Saint-Laurent faire une radio. Et j'ai même pas dû attendre le verdict du médecin. C'est la manipulatrice qui me dit « Monsieur Reitzer, c'est catastrophique ». Et donc les poumons étaient très très fortement déjà atteints. Et dans la nuit, j'ai été hospitalisé à l'hôpital de Mulhouse. Et le matin à 7h, on m'a annoncé qu'on allait m'endormir. Donc vers les 7h moins le quart, j'ai appelé mon épouse en disant « Voilà, on va m'endormir ». Mais je ne savais pas ce que ça représentait. Pourquoi on vous dit en gros qu'on va vous mettre dans le coma pour vous faire respirer, donc vous intuber ? Pourquoi est-ce qu'on prend cette décision-là ? Je rappelle que nous sommes le 4 mars et donc c'est le début de la vague. Et donc pour eux, il y avait beaucoup d'inconnus et donc l'intubation, le fait de vous endormir, c'était pour eux le meilleur moyen d'éviter un développement de l'infection. On pense qu'on va vous mettre à ce moment-là dans le coma pendant combien de temps ? On ne me dit rien du tout. On ne me dit rien du tout. Ce dont je me souviens, c'est qu'on m'annonce donc qu'on allait m'endormir, qu'on va se prendre soin de mes affaires, mon portefeuille, ma montre, et puis voilà. C'est le cauchemar ? Et tout de suite, voilà, je ne me souviens de plus rien, sauf, puis vous parlez de cauchemar, sauf de cauchemar. De cauchemar que j'ai vécu pendant cette période d'hospitalisation, enfin de coma. Et je pense qu'il y avait des situations que je rêvais qui étaient certainement liées aussi à l'évolution de la maladie. Est-ce que c'est le trou noir pendant 4 semaines de coma ou est-ce que vous entendez votre épouse qui vient vous voir ? D'abord, mon épouse, aucune visite pendant 2 mois et demi. Aucune visite. J'ai pu voir mon épouse la première fois le 3 mai, c'est-à-dire exactement 2 mois après mon hospitalisation, et encore dans le couloir. Vous entendez quoi dans le coma ? Mais rien du tout. Moi, je ne me souviens de rien. C'est le trou noir. Un trou noir. Ceux qui ont vécu les moments les plus difficiles, ce sont les membres de ma famille, mon épouse, mes enfants, puisque mon pronostic vital a été engagé, semble-t-il, à 2 reprises. Et donc, les médecins ont plus ou moins prévenu ma famille d'un risque de départ, c'est-à-dire d'un décès. On veut vous extuber à un moment donné, on veut vous faire respirer à nouveau. On m'intube, on m'extube, et là, ça se passe très très mal, semble-t-il. Et donc, c'est là notamment que mon pronostic vital a été engagé. On me réintube, et je suis tellement agité qu'on est obligé de m'attacher les mains. Et donc, j'ai, dans les cauchemars que j'ai vécus, le souvenir que j'étais attaché, que je voulais me débattre ou bouger, que je n'y arrivais pas. C'est le seul souvenir que j'ai qui ait un lien direct avec cette période de coma. On voit que beaucoup de gens qui ont été comme vous
ont fait des rêves ou plutôt des cauchemars de morbidité. Certains marchaient sur des charniers, d'autres entendaient leur famille qui allait les enterrer, etc. Vous avez des souvenirs comme ça? Non, j'ai pas de souvenirs morbides, j'ai les souvenirs, je vous le dis, d'avoir été attaché, d'être dans des situations de péril et difficiles, de voyage. D'ailleurs, quand je suis rentré et que j'ai repris conscience, j'ai demandé à mon épouse, écoute, il faut que tu contactes l'ambassade des États-Unis parce que ma voiture, elle est restée aux États-Unis et donc il faut faire en sorte qu'on puisse la rapatrier. Alors elle me répond, ben, la C5, elle est dans la cour. Et j'ai dit, mais qui c'est qui l'a ramenée? Donc elle a compris que que le cerveau marchait pas très bien. Pendant quelques jours, c'est confus. Au moment de mon réveil, ben, effectivement, j'étais un peu confus. On vous dit les restos sont fermés, on vous dit c'est le confinement partout en France. Hein. Oui, alors là, ça fait partie du retour sur Terre, si j'ose dire. Donc vous êtes réveillé, vous êtes comme un bébé, hein. On vous fait votre toilette, vous êtes obligé d'apprendre à boire et à manger. J'ai d'ailleurs eu un gros problème de déglutition, c'était l'une de mes grandes inquiétudes. Et puis petit à petit, on vous apprend de nouveau à marcher. J'avais perdu 20 kilos. Et quand vous perdez 20 kilos, c'est pas la graisse qui part, ce sont les muscles. Donc je ne tenais même plus debout. Donc quand vous vous réveillez, vous êtes obligé d'apprendre les gestes courants de la vie, hein. Et donc à un moment donné, je voulais rentrer à la maison. Je trouvais que ça allait mieux. Et lorsque les infirmières me disent « Mais M. Reitzer, c'est pas la peine de vouloir rentrer. Tout est fermé. Les restaurants, les magasins, il n'y a personne dans les rues. » Moi, je ne l'ai pas cru. Et vous leur dites quoi alors? Vous dites, c'est pas vrai, vous mentez? C'est pas vrai. Elles me disent « Mais si, c'est vrai, M. Reitzer. Vous pouvez demander, si vous avez un contact avec votre famille, demandez à votre famille si c'est vrai ou pas. » Moi, je ne l'ai pas cru. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas confiance dans le personnel médical. Il est formidable, on est d'accord. Qui vous dit, M. Reitzer, c'est confiné. On ne les croit pas, quoi. Non, mais j'avais confiance en eux. Je me suis dit, ils veulent mon bien, puisqu'ils me disent, vous serez dehors dans un monde complètement différent de celui que vous avez vécu. Donc, ce n'était pas un problème de confiance vis-à-vis du personnel. C'était tout simplement le fait que je pensais qu'ils me racontaient ça pour me calmer. Pour vous protéger. Pour me protéger. Vous avez pensé mourir, Jean-Luc Reitzer? Ben écoutez, j'en ai pris conscience après. Après, parce que les médecins m'ont parlé de ces moments difficiles que j'avais vécus. Et quand un médecin venait, il me regardait en secouant la tête, l'air de dire « Mon Dieu, tu es là, ouais. J'aurais jamais cru que tu arriverais à ce stade. » Aujourd'hui, vous nous recevez chez vous, hein, ici. Est-ce que vous avez des séquelles? Comment vous sentez-vous? Parce qu'on voit quelqu'un d'alerte. Écoutez, tout le monde me dit que je me porte bien. Bah oui. Et je m'en sors relativement bien. Alors j'ai des séquelles, bien sûr. D'abord parce que j'ai des soins tous les jours, puisque bon, comme tout hospitalisé de longue durée, ben, j'ai des escarres à soigner. Je reçois également des piqûres, puisque l'un des risques de cette maladie, ce sont aussi les embolies, ce sont les crises cardiaques ou les attaques cérébrales. Mais globalement, tout le monde me dit que je me porte relativement bien et que je n'ai pas de séquelles majeures. Dernière question, Jean-Luc Reitzer. Est-ce que cette maladie, cette épreuve, est-ce que ça va modifier votre façon de voir aussi la vie future et votre vie politique? Écoutez, quand on a vécu ça, on n'est plus tout à fait le même. Et puis moi, j'ai été frappé d'abord par la générosité, par l'humanité du personnel médical. D'autant plus que, je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'y avait pas de visite familiale ou d'amis. Donc vous êtes seul face à la douleur, face aux difficultés. Et là, j'ai vu l'humanité du personnel médical. Et quand les infirmières voyaient que je n'avais pas le moral, elles venaient me prendre la main, me tenir le bras en me disant « Monsieur Reitzer, ça va passer ». Il n'y avait pas une personne, soit les médecins, soit les infirmières, soit les aides-soignantes, soit les personnes qui venaient nettoyer la chambre ou désinfecter les poignées de porte ou bien les robinets dans les toilettes. Il n'y avait pas une personne qui quittait la chambre sans avoir un petit mot de soutien et un petit mot de sympathie. Merci Jean-Luc Reitzer. C'est moi qui vous remercie.